Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette soirée qui est organisée par Engie en partenariat avec Medines. Et on a donc décidé de s'intéresser à l'intelligence artificielle. Alors, intelligence artificielle, c'est évidemment un mot un peu valise, comme on dit, qui fait le buzz aussi, parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Donc, il nous fallait un angle et un angle assez précis. Donc, on a choisi de se questionner sur ce que l'intelligence artificielle pouvait faire au service de la relation client. Alors, elle existe déjà évidemment dans la relation client, cette IA. Donc, qu'est-ce qu'on en fait et surtout, qu'est-ce qu'on pourra en faire aussi demain? Quelles sont un peu les perspectives en matière d'innovation? Donc, quelle est la réalité aujourd'hui? Quelle sera-t-elle demain? Pour en discuter, j'ai un super panel d'invités. Donc, à côté de moi, Vincent Luciani, qui est CEO d'Artefact. Donc, Artefact, c'est une entreprise que vous avez cofondée en 2014. Vous êtes spécialisé dans les technologies de l'IA et dans la data et vous avez une présence mondiale. Donc, c'est intéressant, on aura un regard assez large avec vous. À vos côtés, Engie, justement. Claire Gerbouen-Domba, vous êtes directrice marketing, data et communication chez cet acteur mondial de l'énergie. Et comme on le devine, vous utilisez, j'imagine, de l'IA dans la relation client. Et enfin, un regard académique, mais très porté sur les startups, avec vous, Étienne Krieger, puisque vous êtes professeur à HEC Paris, vous êtes spécialiste de ces questions d'innovation, de l'écosystème entrepreneurial aussi. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller lire le blog Ikigai Colors, sur lequel vous racontez plein de choses. Alors, donc bonsoir à tous, ravi d'être avec vous ce soir et on va commencer peut-être par se plonger dans le sujet et vraiment dans le concret directement avec vous, Claire. Aujourd'hui, l'IA chez Engie dans la relation client, il y en a pas, il y en a un peu, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous en faites? Alors oui, effectivement, il y en a. Et l'idée, en fait, c'est aussi de se dire qu'on pense que c'est un formidable outil. Et donc, on a déjà des cas qui sont développés parce que c'est un outil qui va être au service de la satisfaction de nos clients, au service de notre efficacité, avec un point d'attention très clair qu'on a posé aussi dès le départ, qui est que l'intelligence artificielle, c'est d'abord un copilote. Et donc aujourd'hui, on fait le choix que ce soit l'humain qui reste aux commandes, aidé par ce copilote, mais c'est bien l'humain qui est au cœur. Et donc oui, on a des cas aujourd'hui qui sont déjà développés, déjà en run, comme on dit. Alors deux exemples à vous donner. Un premier où en fait on va utiliser l'intelligence artificielle pour écouter et transcrire les appels qu'on a avec nos clients. Alors, à quoi ça va nous servir? Plusieurs usages. Le premier, ça va être finalement un côté pour nous aider sur la partie qualité. Parce qu'en fait, à travers l'intelligence artificielle, ça va permettre de détecter si on a tous les points de conformité, par exemple, qui sont bien respectés, et s'il y a des besoins spécifiques, et on est capable de descendre au conseiller clientèle, des besoins spécifiques de formation pour aller chercher des points qui vont lui convenir. Et donc, ça va permettre à son manager d'être dans un rôle beaucoup plus de coach et d'accompagnement que véritablement de devoir faire l'ensemble de toutes les écoutes, de tous les appels, même si c'est bien lui qui va rester à la manette dans l'évaluation de son collaborateur. Et puis l'autre usage de tout ça, c'est bien sûr, alors là je vais reprendre ma casquette marketing, on a tous les verbatim clients de tous nos services, de tous nos produits. On est capable de rechercher immédiatement ce que des clients ont pu en dire. Et donc c'est évidemment une source immense de données pour nous dans l'amélioration continue de nos produits. Et puis un deuxième cas d'usage qui est, alors j'ai envie de dire un peu plus classique, même si avec le développement de l'intelligence artificielle générative, le classique, je ne sais pas quand est-ce qu'il se situe, mais qui est déployé notamment en Belgique et qui vise en fait à faire la synthèse des échanges qu'il y a pu y avoir par mail avec un client, de l'analyser et de lui faire une proposition de rédaction. Pourquoi une proposition? Parce que je reviens, c'est toujours l'humain au cœur. Et en fait, donc deux intérêts. Le premier, c'est bien sûr de gagner du temps en efficacité. Et le deuxième, c'est qu'en Belgique, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs langues. Donc l'intelligence artificielle nous aide aussi à pouvoir le raconter en plusieurs langues. Donc voilà, je dirais déjà, plongeons dans le sujet des cas très concrets d'utilisation en entreprise pour la relation client. On disait justement avec Étienne il y a quelques minutes que les traducteurs avaient sûrement du souci à se faire pour leur avenir. Mais bon, on n'est pas là pour commenter les traducteurs. En revanche, Vincent, par rapport à ce que vient de dire Engie, est-ce qu'il y a d'autres types d'usage, d'utilisation que vous avez pu voir, vous, peut-être avec des entreprises aussi qui ont des profils et donc des besoins complètement différents en matière d'IA et de service client, toujours bien sûr? Oui, écoutez, bonsoir déjà à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être là. Donc nous, on a beaucoup travaillé ces derniers temps, à la fois dans l'industrie des telcos,
et dans les banques et les assurances. Donc les exemples que je vais citer ce soir viennent surtout de ces deux grandes industries. Donc on classifie sur le service client, nous, les cas d'usage sur 3 grandes dimensions. Donc la première, c'est tout ce qui est self-care. On voit beaucoup aujourd'hui des IA aider en fait, des clients à résoudre de plus en plus de sujets eux-mêmes. Et on voit immédiatement l'intérêt, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va moins solliciter directement le call center parce qu'en fait, les clients vont être capables de traiter eux-mêmes une partie accompagnée avec potentiellement des chatbots ou des voicebots, vont être capables de traiter une partie des sujets eux-mêmes, peut-être les plus simples. Le deuxième sujet qu'on voit, c'est tout ce qui est agent augmenté. Et donc là, l'idée, c'est un peu ce qui était évoqué. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut, pour les calls qu'on garde, les appels qu'on garde, comment est-ce qu'on peut équiper avec cette notion de copilote, finalement, les agents pour mieux comprendre les demandes, pour être plus rapide, potentiellement pour les aider à vendre. Et donc, en fait, on voit tout de suite la dimension changement aussi de la nature d'activité. Donc, il y a toute cette notion qui est accompagnée. Et le troisième grand sujet qui était aussi évoqué, c'est comment est-ce que j'accompagne avec des insights. Donc, tout ce qui est connaissance client, typiquement, comprendre la nature, par exemple, des appels, la nature des irritants, comprendre finalement qu'on peut améliorer les gens et former les agents sur le terrain. Donc, tout ça, c'est hyper riche et en fait, on utilise beaucoup les IA pour ça. De manière générale, nous, on a une vision, ce qui est que sur la relation client, on ne pense pas tout de suite qu'on puisse avoir une relation client complètement automatisée. On avait vu des exemples qui étaient sortis dans la presse avec des grandes annonces, des grands effets d'annonce. En fait, on pense que ce n'est pas pour tout de suite. On reviendra, il y a toute une notion de confiance qui est hyper importante. On voit aujourd'hui la coexistence finalement de plusieurs grandes technologies. Et en fait, en fonction du type de besoin, on voit qu'on va orienter sur telle et telle technologie. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du secteur des télécommunications, on va garder des IA, ce qu'on appelle des IA traditionnelles, donc pas des IA génératives, mais plutôt qui fonctionnent sur des logiques d'arbre de décision, sur des questions qui sont très balisées, où les parcours sont très définis. Donc, par exemple, si je prends toujours l'exemple de l'opérateur telco, comment est-ce que je peux retrouver mon code PUC ? C'est peut-être arrivé à certains d'entre vous, si on a bloqué son téléphone. Ça, c'est des questions très précises. Et en fait, on utilise des IA traditionnelles. On va utiliser des IA génératives sur une logique plus de long tail. C'est-à-dire, en fait, sur des parcours qui ne sont pas définis à l'avance avec des grandes ramifications. Et là, en fait, on se rend compte que c'est intéressant parce qu'on va utiliser les capacités de génération pour aller trouver potentiellement des réponses sur des parcours qui ne sont pas définis. Typiquement, j'ai un souci de réseau avec ma Livebox qui clignote. Donc là, il n'y a pas une réponse automatique à ça. Et donc, c'est intéressant d'utiliser des IA génératives. Et en revanche, on va garder tout ce qui est contrôle humain sur les questions sur lesquelles il y a des données personnelles, par exemple, qui sont très impliquées. Et donc, est-ce que, compte tenu de ma consommation, par exemple, on peut me proposer un forfait qui est plus adapté à mes besoins ? Et voilà. Et en fait, on voit que quelque part, il y a une logique de répartition. Donc, il y a des orchestrateurs qui sont mis en place, on pourrait y revenir, pour aller en fait, orienter en fonction des IA traditionnelles, des IA nouvelles ou en fait, du contrôle humain en fonction des questions. Alors justement, ça me fait penser à une question pour Étienne. En fait, on voit qu'il y a des cas d'usage différents, des utilisations différentes, des types d'IA différentes aussi. Finalement, quand on passe de l'autre côté de la barrière, du côté de ceux qui fabriquent ces solutions, quelle typologie d'acteurs est-ce qu'on retrouve un petit peu ? Quel profil de start-up, avec quel profil d'innovation, vous qui avez un regard sur tout cet écosystème ? Alors, il y a de la verticalisation, on y reviendra, et puis il y a ce que j'appelle les sumo-marathoniens, ces gros acteurs dont on ne sait pas encore qui va réellement tirer son épingle du jeu, entre OpenAI, Mistral, qui vient récemment d'être valorisé 6 milliards au bout d'un an, ce qui est quand même 20% de la capitalisation d'Engie avec un peu moins de monde, donc ça donne un peu le tournis. Une boîte comme Anthropic qui a été créée par des anciens d'OpenAI aussi, avec un focus un peu plus éthique, responsable, autre, et c'est des enjeux très pointus qu'il faut savoir adresser. Et ensuite, vous avez des boîtes boostées à l'IA, déjà aussi des licornes comme Helsing, qui est une licorne allemande créée en 2021, une sorte de Palantir européen qui est sur défense, sécurité. Alors je vais prendre d'autres verticales que celles citées par Vincent. Il y en a dans la santé, une plus vieille boîte comme Exscientia qui utilise l'IA pour booster la R&D pharmaceutique et qui a déjà des projets en essais cliniques. Là, on est vraiment dans de la deep tech, c'est un long chemin, et déjà d'avoir mis des projets en essais cliniques, chapeau.
chapeaux, une entreprise comme Nuro qui est sur l'efficacité logistique et une start-up danoise qui est sur l'utilisation de conversations médicales pour optimiser le diagnostic des praticiens. Donc pas se substituer évidemment, on y reviendra toujours. Voilà. Mais donc vous avez ces gros acteurs qui ont des valorisations juste démentes. À un moment donné, d'ailleurs Mistral était une sorte de seconde source par rapport à OpenAI qui était valorisé 30 milliards, donc finalement se valoriser que 2 milliards puis 6 milliards, c'était pas grand-chose. Et il y a une sorte de jeu de gros, et il faut pas oublier les tout gros. À la base, Google et Meta, ce sont des boîtes d'IA. Il faut surtout pas oublier ça, et il faut pas les oublier dans le game de qui va tirer son épingle du jeu et d'outils comme Gemini. Voilà. Et ça vous inspire quoi en fait quand on voit ces valos énormes? Ça veut dire que l'écosystème est en train de gagner une certaine maturité? Ça veut dire qu'on est en train de se diriger vers une bulle? Enfin, voilà, on ne va pas faire de prédictions, mais qu'est-ce que ça vous inspire sur cet écosystème? Ça me rappelle furieusement la bulle Internet où un consultant moi qui l'ai dit, hein. belge m'avait dit In a hurricane, even turkeys can fly. On faisait voler des dindons morts supersoniques. Le problème, c'est que quand l'ouragan s'arrête, là, ça. Donc, il y aura des morts. C'est extrêmement darwinien. Et donc, cet écosystème n'est évidemment pas encore mature. Il va se structurer. On va suivre aussi la courbe de la hype du Gartner. Donc là, on est au sommet de la hype. Ensuite, il y a des gens qui vont brûler ceux qu'ils ont adorés. Et à ce moment-là, ensuite, il y a aussi tout un tas de startups plutôt d'exécution, où c'est la qualité d'exécution qui fera la différence. Mais cet écosystème, il est mature avec des intégrateurs, des boîtes de conseil. Les web agencies New Age, c'est les IA agencies comme Artefact qui mêlent le conseil en strat, l'expertise marketing high level, la communication et l'IT. Et cela, évidemment, même s'ils développent du conseil outillé, normalement, je pense que vous êtes rentable day one, ou alors je me serais trompé. Voilà. Mais pour les autres, c'est extrêmement darwinien, et parce qu'on est dans des stratégies de dérisquage. Le jeu de la start-up, basiquement, c'est un jeu de dérisquage technique et commercial pour devenir sexy et dangereux rapidement. Donc le but, c'est pas d'être rentable. 50% des start-up au moment de l'acquisition, au bout de 9 ans, délai médian, donc ça reste quand même fundé par du VC, sont pas rentables, mais donc on est dans des stratégies de dérisquage qui est boosté par des financements extrêmement abondants en capital risque, y compris sur de l'amorçage. Voilà. Mais l'IA, évidemment, ne date pas d'hier. Il y a 30 ans, j'avais déjà connu des très belles startups de case-based reasoning, de raisonnement par contrainte, qui étaient certainement déjà utilisées par Engie. Mais on est vraiment face à une révolution industrielle colossale, et c'est une tendance de fond, mais on va la voir, la courbe du Gartner, et la nécessité de se structurer autour d'éditeurs, d'intégrateurs, d'experts, de consultants, etc. Parce que là, on est dans un niveau de complexité qui fait qu'il faut travailler avec des acteurs comme notre ami. Voilà. Je suis son impresario. On parle de travailler justement et de comment aborder cet écosystème, comment y travailler. Vous, chez Engie, qu'est-ce que vous regardez comme type de conditions? Qu'est-ce qui justifie de se lancer sur un usage de l'IA dans le service client? Quels sont les critères que vous observez? Comment vous travaillez? Alors effectivement, c'est un sujet qu'on prend très au sérieux, et donc on le voit bien avec tout ce foisonnement, tout cet écosystème. C'est absolument nécessaire de pouvoir s'appuyer sur des grands piliers dans la façon dont on aborde le sujet. Le premier, c'est le sujet de la sécurité. Parce qu'en fait, l'IA, c'est d'abord basé sur de la data. La data, c'est évidemment un bien extrêmement précieux dans l'entreprise, donc on ne joue pas avec. Et donc, pour ça, plusieurs choses. On a un groupe, une équipe qui est pluridisciplinaire pour aborder ces sujets. Parce qu'en fait, on ne les aborde ni que sous l'angle de la data, ni que sous l'angle de l'IT, mais également avec le métier, avec la cybersécurité, avec le juridique, avec l'éthique. On est vraiment dans cette approche globale pour pouvoir garantir ces éléments de sécurité. On sait que l'intelligence artificielle se nourrit de ce qu'on lui dit. Il est très important pour nous de nous assurer que ce qu'on lui dit ne parte pas dans des endroits où nous ne serions pas d'accord. Donc ça, je dirais, c'est le premier pilier. Il y a un deuxième pilier qui est celui de l'utilité. Parce qu'en fait, c'est un peu comme avec l'avènement des objets connectés où d'un coup, tout était connecté, hein, la plante, la brosse à dents, la chaise, que sais-je. Il y a une vraie question fondamentale qui est de se dire à quoi ça va servir. Est-ce
Est-ce que oui, ça va être utile pour la satisfaction de nos clients? Est-ce que ça va être utile dans notre efficacité? Et donc, comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là vraiment sous ce prisme qui va là aussi nous aider vraiment à réfléchir et à quantifier l'apport que ça peut avoir? Parce qu'on le voit, il y a voilà, beaucoup d'acteurs et il peut être tentant d'aller tester tout un tas de choses. Non, on n'est pas des apprentis sorciers, on ne joue pas avec des gadgets. Donc ça, c'est un deuxième pilier qui est effectivement très important. Et puis, ça rebondit sur ce que vous disiez à l'instant, hein, sur les bons acteurs. Ça aussi, c'est un élément qui est important. C'est aussi pour ça qu'on a cette équipe pluridisciplinaire qui vise aussi à nous aider justement à pouvoir travailler avec les bons acteurs. Alors, il y en a beaucoup. Et donc, on reprend voilà, nos deux premiers piliers pour nous assurer qu'ils vont nous aider efficacement. Mais on a aussi des équipes en interne qui, là aussi, développent des solutions d'intelligence artificielle. Alors, on y pense un peu moins, on ne pense pas forcément qu'Engie a en interne des équipes capables de développer sur la base de LLM des projets d'intelligence artificielle. Mais non seulement c'est le cas, mais en plus, ils gagnent même des hackathons, donc on en est plutôt très fiers. Donc, c'est vraiment pour moi ces trois grandes conditions qui doivent être réunies. On prend la chose très au sérieux, c'est un élément très utile, mais il faut effectivement qu'on soit très vigilant dans la façon dont on se lance. Absolument, mais alors il y a beaucoup de mots qui m'interpellent dans ce que vous venez de dire. Il y a des enjeux de confiance en fait, et en face des enjeux de vigilance également. Comment est-ce qu'on juge la balance entre les deux? Comment est-ce qu'on juge la prise de risque dans peut-être mettre dans la balance la relation de confiance qu'on a construite peut-être péniblement avec son client par rapport à un gain potentiel qu'on imagine, qu'on espère avec de l'IA? Étienne Krieger, intellectuellement, ça se passe comment ce jugement de prise de risque? Ah, la confiance, quel sujet. J'ai fait ma thèse là-dessus. Alors là, si je commence à faire une soutenance, on est parti pour tout le temps. Mais c'est absolument fondamental et on peut analyser beaucoup de relations économiques et humaines à l'aune de trois paramètres, les relations d'intérêt, de pouvoir et de confiance. Et on n'arrive pas à évacuer la confiance. Et dans une transaction économique, il y a aussi cette composante de confiance. Souvent en IT, on parle de confiance, zero trust, etc. C'est de la sécurité. Il y a quelque chose de plus. Il y a une dimension dans la confiance, il y a une dimension technique et il y a une dimension morale. Donc c'est une anticipation favorable accompagnée d'un risque assumé. Est-ce que la personne sera capable de faire et est-ce qu'elle voudra faire? Et c'est ce qui fait qu'il sera peut-être assez longtemps délicat de remplacer des humains par des machines parce qu'il y a une sorte de lien, on apporte quelque chose de soi et on attend de l'empathie, ce qui est une compétence, une composante importante. Ce qui nous ramène à une assertion qui est furieusement d'actualité dans pas mal de domaines. C'est Theodore Roosevelt qui disait « People don't care about how much you know until they know how much you care ». Et donc, finalement, je me fiche que vous soyez major de l'X, etc. Okay, voilà, si je ne sens pas l'empathie, et donc, si par contre, je sais qu'il y a de la bienveillance, je commencerai à vous écouter, à vous considérer. Et ce défi, il se retrouve, parce qu'à la fin, in data we trust, dans un ratio qui est beaucoup scruté par les professionnels du capital risque et aussi par des entreprises comme Engie, qui a 11 millions de comptes. C'est hallucinant, ça donne le vertige. Et donc, où on a finalement des petits clients, mais où il s'agit d'optimiser à la fois le coût d'acquisition client, donc qui est l'ensemble des dépenses marketing, vente, divisé par le nombre de commandes, et la customer lifetime value, la valeur vie client, qui est la marge cumulée. Dans certains cas, il y a des startups que j'ai appelées des bullshit startups qui, après 2021, levé des dizaines de millions d'euros et tous les clients se barraient dans les 2 ans et elles ont explosé après 2022. Pour une entreprise comme Engie, évidemment, vous avez des clients, vous avez une relation extrêmement importante et il s'agit d'optimiser ces ratios, d'optimiser le churn, effectivement d'optimiser les coûts, mais de ne jamais oublier que quand vous avez des gens qui ne sont pas toujours des fichiers Excel sur pattes, voilà, ils ont besoin d'empathie, ils ont besoin de considération et par contre, il faut booster, il faut alimenter cette relation et ça, c'est tout le travail qu'il faut faire encore et toujours pour avoir une disponibilité, et y compris H24, alors que voilà, les gens ne sont pas toujours dispo. Et donc là, il y a there is room for improvement, ce qui nous amène à tous ces chantiers boostés par l'IA. Exactement, ça j'ai envie de dire que c'est un peu la théorie, le cours HEC, et maintenant derrière, comment est-ce qu'on fait concrètement? Donc Vincent, face à ces enjeux et à ce que vient d'expliquer Étienne, comment est-ce que vous le traitez quand vous êtes en face d'une entreprise? Alors, je peux peut-être rebondir sur cette notion de confiance. En fait, il faut savoir, donc, sur l'IA et en particulier sur le generative AI, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait vraiment
un taux de projet qui était ce qu'on appelle industrialisé, c'est-à-dire vraiment passé à l'échelle, intégré dans les services informatiques de l'entreprise, adopté par une majeure partie des collaborateurs, qui était assez faible en fait. On est sur de la statistique qu'on a, nous, c'est 1 sur 20. Donc après, je pense qu'on pourra retrouver dans d'autres cours HEC peut-être une autre statistique, mais le point, c'est que c'est très faible. Et à côté de ça, le coût à l'expérimentation n'a jamais été aussi faible. On a régulièrement chez des clients, parfois 100, 200, on a des clients chez qui on a 600 cas d'usage en parallèle. Et en fait, donc c'est un foisonnement immense. Donc il y a cette notion du risque, en fait, quelque part, si ça ne coûte rien d'essayer, forcément, on va tester plein de choses et puis on va peut-être avoir des projets qui vont être hors dehors de contrôle. Donc c'est pour ça qu'aussi c'est très important. Et la raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas ce passage à l'échelle, c'est cette logique de confiance. Donc il y a notamment ce projet, ce cas d'usage. On a peut-être entendu parler avec Canada Air. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Canada Air, c'est une des premières entreprises qui a été condamnée à verser une indemnité à un de ses clients parce qu'elle avait, le chatbot de Canada Air avait quelque part accepté de rembourser un billet, contrairement aux politiques de l'entreprise, parce qu'un de ses clients avait eu un décès dans un week-end et donc il avait dû rentrer en catastrophe pour malheureusement un deuil dans sa famille. Et donc il avait discuté avec le chatbot et le chatbot avait dit « Ne t'inquiète pas, je comprends, beaucoup d'empathie, évidemment on va te rembourser ton billet ». Or, c'était contraire aux politiques, donc il y a quelqu'un qui finalement n'avait pas remboursé le billet. Et donc la personne qui ne s'est pas fait rembourser le billet a attaqué et donc a gagné son procès. Et donc il y a un peu autour de nous le syndrome de chez nos clients du Canada Air. Et en fait, c'est très compliqué cette notion de confiance. Le premier point, c'est qu'en fait, notamment sur Generative AI, c'est très compliqué parce que c'est difficile de décerner ce qui est invraisemblable. Aujourd'hui, on est sur des mots qui ont vraiment beaucoup de sens et qui sont parfois, qui pourraient vraiment, dans l'exemple que j'ai donné, c'était tout à fait possible que la compagnie décide de rembourser le billet. Donc, il y a une notion de vraisemblance qui est très troublante, avec un anthropomorphisme qui est vraiment catégorisé. Il n'y a aujourd'hui pas de méthode de mesure universelle, on pourrait y revenir, mais il n'y a pas un framework qui détermine si une réponse est vraie ou fausse. Et donc, c'est aujourd'hui scientifiquement, donc ça fait partie des projets sur lesquels nous on travaille dans le centre de recherche d'artefacts, mais il n'y a pas de mesure précise pour accorder finalement une valeur sur ce qui est vrai ou faux. Et aujourd'hui, si on demande aux clients, nous, ce qu'on a constaté, c'est que vous savez, le pouce plus ou bas pour dire si la réponse est bonne ou fausse. Nous, sur les exemples, on a dû mener une petite centaine d'exemples sur ces 2 dernières années. On n'a que 2% des gens qui nous donnent le feedback. Et donc, c'est très, très difficile. Donc, on reviendra peut-être plus tard sur les méthodes pour industrialiser. Mais voilà, je voulais revenir sur cette notion de confiance. Et en fait, la difficulté aujourd'hui, parce que c'est une difficulté, je pense, humaine, où les gens découvrent et donc participent à ces processus expérimentaux, et une difficulté aussi scientifique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de framework pour évaluer la confiance. Chez Engie, comment est-ce que vous abordez ces points? Et si vous deviez réagir à ce que dit Vincent, quels sont les freins un peu que vous identifiez à lever, notamment pour votre entreprise, parce qu'on a toujours envie d'un feedback assez concret, assez sur le terrain. Donc, quels sont les freins que vous identifiez pour vous et que vous aimeriez lever, et comment est-ce qu'on fait pour les lever, ces freins? En fait, je rejoins complètement ce que dit Vincent à l'instant. Hein, l'un des premiers sujets, c'est celui de la qualité. Parce que, en fait, alors c'est super et ça se développe formidablement et on voit bien hein, de jour en jour, de semaine en semaine, les grands pas qui sont franchis sur la qualité. Mais c'est à l'instant ce que disait Vincent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une intelligence artificielle a du mal à dire qu'elle ne sait pas. Et donc, effectivement, elle va même ce qu'on appelle avoir des hallucinations, c'est-à-dire qu'elle est capable d'inventer quelque chose qu'elle ne sait pas. Quand on parle d'intelligence générative, d'intelligence artificielle générative. Donc ça, c'est vraiment un premier sujet, c'est que ce point de la qualité, il est absolument majeur pour s'assurer que ce qu'on va délivrer, que ce soit vis-à-vis de l'interne, et alors a fortiori vis-à-vis d'un client, ce soit effectivement très juste. Et cette qualité, elle se travaille, c'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que sur des schémas aussi qui vont être sur de l'intelligence artificielle, donc basés sur des langages basés sur de la data, il faut apprendre à la machine aussi. Et donc, c'est un travail qui est long et qui est dans le temps. Donc, vraiment, premier sujet autour de la qualité. Il y a un deuxième sujet qui est plus réglementaire, alors qui rejoint pour partie aussi le sujet de la confiance. C'est-à-dire que, imaginons qu'on génère une image grâce à l'intelligence artificielle. À qui appartient-elle ? Comment est-on sûr d'être capable de l'utiliser? A-t-on les bons droits en termes de propriété intellectuelle? Comment on s'assure de ce droit-là? Et puis comment on le dit
aux personnes auxquelles on expose cette image. On voit bien aujourd'hui dans des campagnes de pub photos retouchées, demain on dira quoi, photos retouchées par IA, photos générées par IA, jusqu'où va-t-on dans ce lien-là? Et donc toutes ces questions qui sont posées sont majeures, encore une fois d'un point de vue réglementaire. Et puis le troisième point, il est pour moi au sujet de l'appropriation aussi de toutes ces technologies, de toutes ces techniques en interne, parce que c'est des sujets qui effectivement grandissent très vite dans l'entreprise, mais qui nécessitent, pour avoir un vrai levier de croissance, d'être parfaitement comprises, intégrées, et que les collaborateurs y voient un vrai... que ce soit facile à utiliser et que ce soit des facilitateurs. Et donc ça, c'est vraiment les conditions qui vont faire que l'intelligence artificielle en entreprise va avoir du sens et qu'on peut continuer à la développer. Vous disiez que vous aviez une académie justement sur laquelle vous travaillez sur différents points. C'est sur les points mentionnés par Claire que vous travaillez, c'est sur ces freins-là à lever. Vous partagez ça? Oui, je pense que ça fait partie des sujets. Ce qu'a mentionné Claire, c'est exactement ce sur quoi on travaille. Il faut savoir que toute cette démarche est encore aujourd'hui très expérimentale. Et donc, voilà, il y a une partie scientifique, puis après, il y a une partie terrain. Je vais vous donner des exemples qui ont marché, sur lesquels on a travaillé récemment. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle le groupe Legrand. Je ne sais pas si vous connaissez, mais donc, ils vendent de l'appareil électrique. Donc, c'est des interrupteurs. Je pense que vous en avez peut-être chez vous. Et en fait, ils ont cherché à déployer des IA pour aider le service client finalement à mieux comprendre les demandes des électriciens, parce qu'ils ont plusieurs dizaines de milliers de références. Et donc quand l'électricien appelle et dit voilà, je voudrais le XB72T, est-ce qu'il est compatible en multi-ampères 16 volts triphasé? Voilà, donc c'est évidemment, on imagine tout de suite la courbe et la montée en compétences nécessaires pour être capable de répondre à ce type de demande. Et en fait, au départ, quand on a commencé à brancher une IA là-dessus, elle était complètement perdue sur la taxonomie et la complexité du langage et finalement de la taxonomie du catalogue produit. Et donc, il a fallu la former. Donc, en fait, la démarche pour nous là-dessus, c'est ce qui est clé. Je pense que c'est deux choses, c'est mesurer, être capable de voir finalement le taux d'erreur. Et donc, ça, c'est un enjeu massif, et itérer. En fait, on fait des boucles courtes. Donc, déjà, mesurer. Donc, ce qu'on a fait là-dessus, c'est qu'on a défini un corpus de 100 questions qu'on a appelé des questions gold. Sur lesquelles en fait, on a testé. Et en fait, au début, la première fois, on n'avait que 50% de mesures de réponses correctes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite amélioré la qualité de la donnée. Donc, on s'est dit, OK, ce qui se passe, c'est que les IA ne pointent pas bien sur les bonnes bases de données. Elles n'ont peut-être pas toutes les données. Donc, on a enrichi, par exemple, le catalogue produit avec des PDF. On a amélioré la définition des catalogues produits. On a défini les champs de façon différente. On a enrichi les métadonnées. On a été chercher des données extérieures. On a rajouté des photos. Et on est passé à 60%. OK. Ensuite, on a amélioré le prompt. Et donc, en améliorant le prompt, on passe à 70%. Et ainsi de suite. Et comme ça, on a atteint un taux qui était raisonnable de 90%. Et donc, on voit cette mesure est clé. Et une fois qu'on a atteint 90% sur ces 100 questions, alors on a décidé de tester en live, mais sur une toute petite partie de ce qu'on appelait des ambassadeurs. Et donc ça, les ambassadeurs, c'était des gens qui étaient naturellement en confiance, qui avaient envie de s'inscrire dans cette démarche expérimentale et qui avaient compris en fait que la réponse ne serait pas parfaite. Et ils nous ont aussi beaucoup aidés. Et là, l'autre problème qu'on a eu, c'est qu'on est passé de 100 questions à 10 000 par jour. Et donc là, le processus sur lequel on travaille et sur lequel le centre de recherche travaille aussi, c'est qu'on ne peut plus mesurer finalement à la main que chacune des questions est bien répondue. Et donc là, on travaille sur créer des intelligences artificielles pour mesurer le résultat des intelligences artificielles. Et donc, c'est ce qu'on appelle chez nous, en fait, IA as a judge. C'est qu'en fait, on vient créer des secondes intelligences artificielles pour, quelque part, aiguiller traiter ce qui finalement, donner une qualité de réponse, une satisfaction de la réponse aux IA et laisser les humains vérifier sur les questions vraiment très compliquées, est-ce que la réponse est bonne ou pas. Voilà, c'est une logique de démarche expérimentale. Et donc, mesurer et itérer, pour nous, c'est clair. C'est intéressant, ça c'est une première piste effectivement qu'on peut juger peut-être comme décisive, on le verra peut-être à l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou passages un peu obligés, Étienne, qui pourraient être des contributeurs à une accélération de l'adoption de l'IA dans les services clients? Qu'est-ce qui va faire la différence? Oui, alors il peut y avoir des événements à faible probabilité, à forte incidence, comme le Covid qui a boosté le marché de la visioconférence, mais je vais en retenir plusieurs. Alors à la fois l'accroissement de la maturité technologique évoquée par Vincent en matière de traitement du langage naturel, d'apprentissage automatique, d'analyse de sentiments, tout ça pour qu'on ait des chatbots pour des interventions de niveau 1, toujours plus efficaces en matière de personnalisation de masse. Voilà, c'est ça le challenge, mais que vous avez même dans le luxe, des boîtes comme Chanel ou autres, voilà, on a toujours, quand on a des millions de clients, ça me donne le vertige, rien que d'y penser. Comment est-ce qu'on les traite bien alors que
on ne peut pas les traiter de façon totalement individualisée. Donc, comment rendre ça plus efficient? Ensuite, il y a aussi une exigence croissante de la part des consommateurs. Par exemple, un support H24, les gens ne supportent pas que après 20 heures, il n'y ait plus personne qui me réponde. Et du coup, ça donne d'ailleurs aussi, ça permet à des entreprises de venir en substitut ou en complément pour du support commercial pour des compagnies aériennes. J'ai connu des entreprises qui prospéraient comme ça sur du support H24. Donc, du côté consommateur, une exigence croissante et une disponibilité H24 qui fait que ça va aussi booster évidemment l'adoption des solutions IA. Ensuite, il y a cette tendance à la réduction des coûts d'exploitation, l'optimisation des CAPEX sans tuer effectivement le sentiment de confiance. Et puis, effectivement aussi, l'assurance d'un respect des préoccupations éthiques, parce que sinon, on va tomber dans le syndrome du Minority Report avec un certain nombre de drames symboliques qui vont faire que les gens vont angoisser à la fois sur des problèmes de confidentialité ou sur le fait que voilà, ça va tuer mon job. Il y a un certain nombre de gens, et voilà, ce qui risque de faire apparaître des ludites du numérique, voilà, ces ouvriers qualifiés du 19e siècle ou qui sabotaient. Voilà, en France, la version, c'était de saboter les machines. Et donc, voilà, de montrer que ces IA, c'est pour ça qu'une boîte comme Anthropic ou même Mistral, le fait de garantir qu'il y a des garde-fous éthiques, ça peut effectivement faire que petit à petit, on ne va pas se retrouver avec des gens totalement angoissés. Et puis, encore et toujours, une intégration transparente avec des process existants, ce qui nous amène à des nécessités pas simplement algorithmiques, mais aussi de design de relations et ce fameux ratio, un designer pour 2 développeurs. Et là, il faut effectivement beaucoup de génie dans ce design de l'interaction. Alors, vous avez mentionné énormément de pistes, mais je vais juste piocher une qui est l'intérêt économique de la chose, évidemment. Vous avez parlé mesure, donc Vincent, ma question elle est pour vous. Comment est-ce qu'on mesure le gain potentiel d'une IA dans le service client? Ouais, alors, je vais paraphraser ce qu'a dit Étienne parce que j'ai exactement le même framework. Donc pour nous, il y a 3 sujets. Déjà, il y a tout ce qui est qualité du service client. Donc c'est le premier aspect. Donc effectivement, nous, ce qui nous remonte, c'est déjà la disponibilité 24 heures sur 24. C'est un aspect hyper important. Ensuite, il y a cette notion de pertinence. Il faut savoir qu'en fait, quand on déploie des IA aujourd'hui, il y avait déjà beaucoup de chatbots qui étaient déjà mis en place, mais ils étaient extrêmement frustrants. Le taux de satisfaction de chatbots ancienne génération, donc avant les IA génératives, on était sur quelque chose autour de 25%. De manière générale, les call centers en Europe, le taux de satisfaction, il y a un indice qui mesure ça, c'est 40%. Donc disons qu'il y a de la marge qu'on peut aller chercher. Et les IA génératives génèrent des conversations qui sont jugées par... Alors nous, on a mesuré ça 3 fois plus pertinentes que les IA traditionnelles. Et ce qui est hyper important, c'est que les temps de traitement et de résolution sont beaucoup plus courts. Nous, ce qu'on a noté principalement, c'est qu'il y a beaucoup moins de routage. Alors, en fait, ce qui se passait historiquement, c'est qu'il y avait des débuts de conversation sur des IA traditionnelles. Très vite, l'IA traditionnelle, au bout de 2 questions, était complètement perdue et renvoyée vers un agent humain. Et nous, on a observé spécifiquement une baisse de ces routages, c'est-à-dire que les IA sont capables d'aller beaucoup plus loin qu'avant dans les arbres de décision avant de décrocher et de dire « ça, je ne sais pas ». Et donc ça, c'est hyper important. Et donc, de manière générale, on a vu passer le gain de satisfaction du service client augmenter significativement de l'ordre de 20, 30, parfois 40%, parce que le taux de résolution des problèmes augmente énormément. Le deuxième aspect, c'est l'aspect économique. Alors, nous, on voit des gains significatifs de l'ordre de 50% qui se découpent de 2 façons. Le premier, c'est on diminue le nombre d'appels. Donc en fait, c'est via cette logique de self-care où en fait, les gens sont capables de traiter eux-mêmes, soit via des bots, via des voice bots. Et donc ça, c'est à peu près la moitié du gain. L'autre moitié, c'est finalement la réduction du temps de traitement, soit parce qu'il y a moins de second appel, soit parce que les appels sont plus courts. Et là, c'est de l'ordre aussi de 25%. Le troisième aspect, et je pense qu'il est hyper important, c'est la satisfaction des employés finalement dans la relation client. Et on a noté une amélioration significative finalement des conditions de vie au travail. Les gens sont moins stressés. Ça, c'est un truc qu'on a noté. Ils se sentent accompagnés. Il y a moins cette logique de routine parce que les questions qui leur arrivent sont beaucoup plus compliquées. Et donc, on pense aussi que c'est un instrument qui, s'il est bien utilisé, permet d'améliorer significativement la qualité de vie au travail. Il y a aussi un truc qui est hyper important, c'est que ça permet aux jeunes qui se lancent sur ces nouveaux métiers d'apprendre beaucoup plus vite. On a vu que la courbe de formation était vraiment complètement accélérée. Et donc, les jeunes qui arrivent sont plus rapidement mis dans des postes plus seniors. Donc, c'est aussi intéressant d'un point de vue RH et management. Voilà.
On va parler évidemment de l'humain, mais je le garde un peu pour la fin, c'est important. Non, mais justement, vous avez raison, c'est important. Et d'ailleurs, vous l'aviez cité aussi au début, Claire, donc je sais que l'humain, c'est important. Avant ça, je vais juste faire une petite parenthèse sur les startups, parce que c'est vrai que Madines, on aime bien les startups. Engie, vous aimez bien l'innovation. Du coup, Étienne, j'en viens vers vous. Vous nous avez cité plein d'entreprises tout à l'heure, dont certaines aujourd'hui sont vraiment des licornes. Si on se repenche un peu plus sur les startups qui émergent, vraiment précisément autour du service de la relation client. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Qu'est-ce qui se fait en ce moment? Alors, il y en a déjà quelques-unes dans la salle, et donc j'étais en train de me dire, je n'en citerai aucune pour vexer Qui je peux personne, pointer du doigt ou mais pas? alors bon, il y a une efflorescence de start-up. Il y en a une par exemple qui est actuellement à l'incubateur HEC qui s'appelle Siren.io, qui élimine les bruits parasites autour des locuteurs, et elle convertit aussi en temps réel l'accent de quelqu'un dans un accent plus... Attention à ce que vous allez dire. en préservant l'identité vocale. Donc il y a plein de choses, mais il y a aussi, j'ai entendu que SoftBank promeuvait une approche qui faisait que quand vous avez un client extrêmement mécontent, son débit de voix était, enfin voilà, que ça permettait de rendre finalement la perception moins agressive. Et donc il y a plein de choses. Il ne faut pas juste dire ah bah ouais c'est les pauvres clients, etc. Il y a des clients qui agressent les gens, même aux urgences hospitalières ou autres. Et donc il y a plein de startups qui tournent autour de cette problématique de déconflictualiser la relation, d'enlever des bruits parasites, de créer de l'empathie. Alors, jusqu'à quel point est-ce que ne travestit pas la relation, qui est quelque chose d'authentique? Et donc, on peut se poser des questions éthiques. Il y a quelques années, il y avait un entrepreneur qui voulait que je l'invite à animer une conférence pour générer des faux avis sur Internet. Ça s'appelait Réputation Vous Vérité. avez dit non, j'espère. Franchement, you're talking to me, quoi. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Et donc, il faut toujours faire attention. Effectivement, dans la confiance, il y a quelque chose d'authentique. Mais comment est-ce qu'on peut intrinsèquement optimiser cette relation pour, comme le disait Vincent, faire que les solutions, les problématiques intéressantes à traiter, qui sont challenging intellectuellement, remontent aux gens, et qu'on ne soit pas dans une approche de terrorisme basique. Donc, dans cet écosystème, mais il ne faut pas oublier les tout gros qui alors intègrent aussi, rachètent des startups à bout de bras, par dizaines chaque année. Engie rachète aussi des startups. Il y a quelques années, vous aviez racheté une boîte dans un tout autre domaine, la Compagnie du Vent, qui faisait 11 millions de chiffre d'affaires, qui déployait des champs d'éoliennes, et rachetait 750 millions d'euros. Parce qu'il y avait donc ces entreprises qui arrivent à une masse critique de crédibilité, verticale ou autre, peuvent devenir une proie. Et puis ensuite, effectivement, il y a toujours les architectes, les intégrateurs de systèmes, les consultants, qui font le passage entre les deux, et qui est un passage extrêmement complexe à cause de tous ces enjeux IT, stratégiques, commerciaux, financiers, etc., où il faut à la fois des talents internes et des passeurs comme Vincent. Voilà. Je crois qu'il va falloir vous proposer un job chez Engie. J'ai l'impression que vous savez tous les chiffres, toute l'histoire. Claire, justement, vous qui y êtes chez Engie, comment est-ce que vous travaillez avec les startups, autre que l'exemple de départ Étienne? Alors déjà, je voulais rassurer Étienne, nous traitons extrêmement bien nos 11 millions de clients. Je sentais que c'était un sujet d'inquiétude, et donc on a des... Non, je dis, ça me donne le vertige. C'est juste... Non, mais tout à fait. Et pour répondre à Vincent, on a pour le coup des taux de satisfaction de notre service client qui sont même au-delà, puisqu'on a des NPS très positifs. Donc voilà, petite parenthèse. Mais donc oui, nous travaillons effectivement et avec des startups, et donc comme je vous le disais, avec l'interne. Alors pour vous donner un exemple de travail qu'on a pu réaliser aussi avec une start-up, et qui vise aussi à répondre à ce sujet de la personnalisation de masse, qui était une vraie interrogation pour nous, et c'est un des vrais usages, une utilité forte qu'on voit à travers l'intelligence artificielle. Chez Engie, on a développé un programme qui s'appelle Mon programme pour agir, et qui permet en fait à nos clients qui s'engagent dans des actions en faveur de la transition énergétique de pouvoir gagner des points qu'ils vont ensuite pouvoir utiliser pour soutenir des projets d'associations.
qui, là aussi, œuvrent sur des sujets sociaux, sociétaux et de transition énergétique. Et donc, toute la question, c'était de se dire comment est-ce que je peux adresser de façon personnalisée un message à ces clients, de façon à ce que je vais leur mettre en exergue une prochaine action qu'ils pourraient faire pour gagner un seuil de points qui va être pertinent pour eux. Et ça, en me basant sur les actions précédentes qu'ils ont pu faire, donc pour être vraiment pertinent. Et puis, leur proposer d'utiliser ces points pour une action qui est proche d'une action qu'ils ont déjà pu faire au préalable. Et donc, on est vraiment sur ce sujet de la personnalisation de masse. Et donc, grâce à cette start-up, on a pu effectivement faire ces emails très personnalisés avec les bons seuils, les bonnes actions à engager. Donc, il faut savoir qu'on a plus d'1 million de clients, hein, sans donner le vertige, mais qui sont engagés dans ce programme, Mon Programme pour Agir. Et en fait, on a vu justement un taux d'engagement très élevé grâce à cette communication personnalisée. Et en fait, on a été évidemment bien plus précis, plus pertinent que si on n'avait pas eu l'intelligence artificielle pour nous aider, pour justement choisir précisément les bons seuils, les bonnes actions, etc. Donc ça, c'est typiquement une action qu'on a pu faire avec une start-up. Après, on a aussi des actions qu'on réalise avec nos équipes en interne. Et donc, typiquement, on a développé une analyse de nos questionnaires de satisfaction. Parce qu'en fait, c'est aussi une richesse en termes de données. Au-delà des notes qui peuvent être indiquées, il y a aussi beaucoup de verbatim clients. Et en fait, on avait classiquement des choses un peu basiques avec de la polarité, positive, neutre, négatif. Voilà. Donc, quelle zone se situent ces verbatim. Là, grâce au modèle qu'ils ont développé, on rentre dans une granularité justement d'expression, dans la catégorisation qu'on va pouvoir avoir de sentiments qui vont permettre d'être beaucoup plus efficace derrière dans l'amélioration qu'on va pouvoir apporter. Donc voilà, je dirais deux grands types d'usages qu'on peut faire avec des éléments d'intelligence artificielle en start-up ou en interne. Alors justement, si on a envie de se lancer, qu'on est une entreprise et que l'on trouve ces projets intéressants et que les chiffres donnés par Vincent donnent encore plus envie de se lancer, quelles conditions est-ce qu'il faut réunir pour plonger ? Je pense qu'il faut déjà avoir envie, effectivement, c'est un bon point. Après, nous, déjà, le point de départ, c'est qu'il y a quasiment toutes les entreprises, les grandes entreprises se sont toutes lancées. Le taux d'adoption de l'IA dans les grandes entreprises dans le monde, aujourd'hui, c'est quasiment 90%. En tout cas, d'expérimentation. Donc, je dirais que les entreprises sont lancées. Là, le problème, c'est plutôt la phase d'après. C'est-à-dire, en fait, on se dit comment est-ce qu'on arrive à passer. Il y a deux sujets, l'industrialisation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est maintenu, il y a un produit, et le passage à l'échelle, c'est-à-dire c'est adopté massivement. Ensuite, il y a le sujet plutôt des PME et des ETI, où là, en fait, le taux d'adoption de l'IA chute drastiquement. Et donc, on est plutôt autour de 40 à 50% d'adoption. Et donc là, nous, voilà, Artefact, mais aussi d'autres entreprises, on s'engage beaucoup pour accompagner les PME et les ETI. Je pense que, donc déjà, en fait, ces technologies, aujourd'hui, c'est des technologies qui sont des technologies universelles, très versatiles, et adaptable. Donc, on voit des usages absolument partout. On peut commencer de façon très simple et ce qu'on appelle bottom-up. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends l'exemple des DSI, aujourd'hui, tester du copilote, ça marche à peu près dans quasiment la totalité des services informatiques de toutes les entreprises. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas besoin forcément de démarches très coordonnées. Donc nous, on recommande à nos clients déjà de tester sur des choses simples où l'expérience peut être faite par un utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte tout de suite qu'il y a 30-35% de temps qui est gagné. Le deuxième espèce, et ça nous recommande beaucoup de créer des sandbox. C'est-à-dire que ces univers, donc certains appellent ça des Secure GPT par exemple, en fait, c'est des univers où les données sont privées, protégées. Et en fait, on utilise, donc dans l'occurrence, c'est GPT, mais ça existe dans d'autres services. Mistral le propose également, c'est-à-dire que vous allez télécharger Mistral et l'avoir sur votre ordinateur ou vos serveurs en interne. Et donc, en fait, de tester dans des univers très protégés, très sécurisés, pour être sûr que vos données ne partent pas à l'extérieur. Et ça permet d'avoir une démarche finalement d'entreprise, qui permet déjà de tester des choses. Et le troisième vague, c'est de se lancer au travers de grands cas d'usage. Donc, il y a plein de façons de faire monter ces cas d'usage. On peut avoir une approche un peu synchronisée, des hackathons, faire des expérimentations, et de choisir quelques grandes batailles sur lesquels on fait des paris. Et donc là, nous, ce qu'on voit effectivement, donc le service client, c'est un immense domaine où on peut expérimenter plein de choses. Le marketing, tout ce qui est documentation, en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on peut... Voilà. Et donc, voilà, nous, on recommande ces étapes-là. Très rapidement, on pense que c'est aussi très important de former les gens.
Donc chez Artefact, on a quelque chose qu'on appelle la School of Data. Voilà, je pense qu'il y a de plus en plus d'offres pour former, c'est très important. Et ce n'est pas que les experts. On se rend compte qu'en fait, c'est hyper important aussi d'éduquer les utilisateurs finaux qui sont loin d'être toujours des experts, parce que c'est eux qui travaillent toujours sur cette notion de confiance. Les COMEX, les directions d'entreprise qui vont finalement passer le travail à l'échelle. Et l'aspect technique. Et donc, voilà, et les questions de recrutement arrivent au fur et à mesure, mais finalement, déjà, former les gens, pour nous, c'est hyper important. Et je pense que de plus en plus, la technologie devient commoditisée et accessible. On voit les prix qui baissent. Finalement, c'est techno. Il y a une espèce de guerre, mais ça va se traduire par une baisse des coûts technologiques. Et donc, de plus en plus, la difficulté va se transférer sur des sujets d'adoption, sur des sujets humains. Et donc, je pense qu'il va falloir énormément travailler dans les prochaines années sur ces sujets de transformation. Quels sont les nouveaux métiers, les nouvelles capacités. Et donc, voilà, c'est ces sujets-là qu'il va falloir traiter demain. Deux éclairages justement, ce que vous venez de dire. Vous, Claire, comment est-ce que vous formez ou acclimatez, acculturez vos collaborateurs à l'IA? Qu'est-ce qui est fait chez Engie sur ça? En fait, on suit beaucoup des conseils de Vincent. Qu'est-ce que vous êtes bien entouré ce soir? Exactement. Alors, plusieurs points. Déjà, effectivement, le sujet de l'acculturation, parce que quand on dit IA, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Il y a l'IA, il y a l'IA générative, il y a plein de façons de parler de ce sujet-là. Et donc, il y a un premier point qui est de pouvoir, à travers des webinaires, à travers des vidéos, pouvoir expliquer un peu tout ça. Et effectivement, pas forcément d'un point de vue expert, mais vraiment déjà de se donner un peu le panorama, le paysage, de donner des exemples de ce qui peut être fait. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Deuxième sujet, oui, effectivement, copilote en environnement sécurisé. C'est des choses qui sont aujourd'hui utilisées et qui permettent aux collaborateurs, dans un cadre qui est safe, de pouvoir déjà commencer à tester des choses. Alors évidemment, premier usage, le compte-rendu de réunion. C'est un classique, mais alors, qu'est-ce que ça fonctionne bien? Et donc, ça permet vraiment de pouvoir déjà toucher du doigt un peu l'efficacité de ce que ça peut générer et qu'on puisse l'utiliser. Et puis, moi, j'ai eu la chance dans ma direction de pouvoir faire sur une demi-journée, accompagnée d'ailleurs par des collaborateurs de l'interne, une session où ils ont directement prompté sur des cas d'usage qui les concernaient directement, donc des sujets marketing, etc. Et en fait, c'était absolument passionnant parce que il peut y avoir cette crainte aussi. On peut avoir effectivement cette vision un peu lointaine de l'IA et est-ce que comment ça va toucher à mon métier? Qu'est-ce que ça va changer dans mon métier? Et finalement, ça a eu plusieurs effets bénéfiques. Le premier, ça a été de désacraliser le sujet. Finalement, effectivement, comment je prompte? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça génère comme réponse? Donc ça, déjà, une vraie utilisation, avec des gens qui avaient des niveaux très différents, parce qu'il y en a qui l'utilisent déjà au quotidien et d'autres pas du tout. Deuxième effet, c'est que il y en a plein pour qui ça a généré des idées incroyables. De dire « Ah, mais j'avais pas pensé, je génère tant de tableaux, d'outils, de reporting, de que sais-je. Oh, mais ça va être un formidable outil pour gagner en efficacité. » Et puis, aussi de pouvoir se dire comment est-ce que tout ça, je vais pouvoir le mettre en œuvre dans mon quotidien. Et donc, d'un coup, le fait d'avoir essayé de parler à la machine et de voir ce que ça donne, ça désacralise le tout. Et donc, il y a un vrai sujet de transformation. La question de comment je prompte. En fait, c'est une compétence en tant que telle, et on le voit bien, et ceux qui le font régulièrement sont bien meilleurs que moi pour le faire. Et donc oui, ça fait partie de nos sujets d'actualité, de transformation, de formation sur ces nouvelles façons de fonctionner. Justement, on a un professeur à côté de vous. La question, elle est un peu obligée. Quelles compétences est-ce qu'il faut acquérir? Qu'est-ce qu'il faut essayer de connaître, de savoir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? C'est exactement ce que dit Claire. C'est déjà alors une culture d'apprentissage et d'innovation. Et alors, au-delà des mots, vraiment quelque chose qui est incarné par la direction générale et à tous les niveaux. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais le directeur académique d'un programme pour High Potential Manager, une belle boîte telco avec un EBITDA de rêve. Et effectivement, les gens avaient au niveau du COMEX l'intelligence de dire qu'ils étaient à poil en matière d'IA. À partir de là, effectivement, il faut initier des projets, il faut former les gens, il faut les sensibiliser, il faut les rassurer. Donc, ça passe par déjà une compréhension des enjeux pour l'entreprise via des formations, des ateliers. Ensuite, il faut une expertise en matière de sciences des données.
interne et externe, parce que les données, elles ont explosé. Voilà, ça c'est ce qui change par rapport à il y a quelques années. Et voilà, donc on a des formations qui sont extrêmement courues par les étudiants parce qu'il y a un challenge intellectuel et c'est très très bien payé aussi. Donc il y a ça. Ensuite, il faut des compétences en ingénierie logicielle parce que c'est d'une complexité architecturale juste dingue, avec des enjeux partout. Et donc là encore, c'est pour ça qu'il faut des commandos IA, bon, voilà, qui sont les web agencies nouvelle génération, qui intègrent toutes ces compétences strat, marketing, RH, éthique, etc. Ensuite, un savoir-faire en design d'interface, n'oubliez jamais ça. Des boîtes comme Dropbox n'étaient pas la première, WhatsApp n'était pas la première. C'est fondamental, c'est absolument fondamental. Et ça ne sera pas moi, parce que si vous voyez mes slides, voilà, vous comprendrez. Donc, c'est un vrai talent pour qu'on ait un design sans couture et plugué à des architectures existantes. Et ensuite, évidemment, de la gestion de projet, une compétence en gestion de projets complexes et des talents en matière de communication, puisqu'ensuite, il faut aussi que les gens adoptent ça et ça ne s'impose pas. Et il faut créer du consensus et de l'empathie pour éviter ce fameux syndrome des ludites digitaux qui nous pendonnaient. Hein. Chirac avait déjà parlé de la fracture numérique, mais évidemment, les gens qui savent prompter, ceux-là, j'en vois tous les jours. On a des étudiants qui rendent des mémoires en 2 temps record sublimes, et les logiciels n'arrivent pas à identifier que c'est... voilà. Mais il faut intégrer une entreprise comme Engie, une entreprise magnifique, il faut intégrer tous les collaborateurs, ça ne se décrète pas. Et donc, il faut ce talent aussi de communication et la vertu d'exemplarité au plus haut niveau de l'entreprise. Ouais, juste pour conclure, une dernière question sur demain. Les choses changent quand même extrêmement vite. Vincent, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Sur quoi est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qu'on peut espérer voir dans les prochaines années comme type d'innovation? Alors, j'ai fait des choix, parce qu'on ne pouvait pas Il y a trop. Il y a trop, donc vous m'excuserez si je ne suis pas du tout exhaustif. Donc, j'ai choisi quelques thèmes sur la partie relation client. Donc, le premier, c'est la notion de voix. En fait, on voit que ça a beaucoup progressé, la qualité de la voix, mais aussi l'empathie. Il y a une étude qui m'a marqué cette année, peut-être que vous avez vu, c'est une étude qui a été faite dans un journal de médecine. Et en fait, on a testé à l'aveugle des réponses qui étaient des réponses humaines et des réponses qui étaient des réponses machines à des syndromes de patients qui allaient voir finalement un médecin, mais par l'intermédiaire d'une interface digitale. Donc, soit finalement un bot, soit une FAQ de médecine. Et en fait, les patients demandaient finalement est-ce que c'était grave, est-ce que j'ai un syndrome. Donc, il y a tout un tas de sites comme ça, notamment aux États-Unis, où il y a des médecins qui répondent systématiquement aux questions. Et en fait, on s'est rendu compte que dans 80% des cas, l'empathie de l'IA était meilleure que celle des médecins. Donc ça, c'est une étude qui m'a interpellé. On sait qu'il y a un problème d'empathie avec les médecins. Non, en fait, surtout, je pense que le sujet, c'est qu'au bout d'un moment, le médecin, il est à la fin de la journée, il en a marre, et donc il a envie de passer à autre chose. Or, le robot, il n'en a jamais marre. Et en fait, c'est un vrai sujet. Et du coup, on pense qu'en fait, donc, toute cette qualité de la voix et la qualité de l'empathie, on voit dans GPT-4o, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une intonation, on arrive aussi dans la façon dont les mots sont exprimés, on arrive à transmettre cette empathie. Et donc, je pense que ça va aussi, évidemment, se traduire dans une relation client qui va être aussi de plus en plus impactée par la technologie. Le deuxième aspect, c'est ce que je disais sur la mesure. Nous, par exemple, on travaille avec Mistral, une société qui s'appelle Giscard, et on est lauréat d'un des prix de France 2030 sur ce sujet finalement de mesure et d'éthique. Et donc, je pense que nous, on a monté un consortium, mais il y en aura sans doute beaucoup d'autres. On va voir arriver des façons de donner plus de confiance. Je pense que c'est hyper important, c'est ce qu'on disait tous sur cette table ronde, c'est comment est-ce qu'on arrive à se dire qu'en fait, parce que l'IA, il y a une notion d'erreur mathématique qui est intrinsèque à l'IA, et on aura beau faire tout ce qu'on veut, ça restera cette notion d'erreur mathématique. Comment est-ce qu'on arrive finalement à donner de la transparence sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Aujourd'hui, il y a, ce qu'on disait, il n'y a pas de méthode parfaite, et donc je pense que ça va beaucoup évoluer. Et même des sociétés comme Mistral aujourd'hui, en parallèle de l'évolution de ces modèles, travaillent beaucoup sur créer finalement des frameworks pour être capable d'évaluer correctement cette confiance. Et le troisième aspect, c'est aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des modèles qui sont sur des modèles de fondation de production de contenu. On va voir arriver des modèles qui sont plutôt action-oriented, donc production d'action. Vous avez sans doute voir passer à la levée de fonds de H, qui est une société qui a levé 200 millions d'euros il y a quelques mois. Et H, ça ressemble beaucoup à Mistral, sauf qu'en fait, dans leur corpus d'entraînement, au lieu d'avoir de la donnée textuelle, ils ont des données type action. Et donc demain, je pense que notamment sur la relation client, au lieu d'avoir finalement des IA qui proposent du texte, on va avoir des IA qui proposent, voire qui font des actions.
simples au début, par exemple noter immédiatement une fiche client, et puis de plus en plus évoluer, être capable de prendre des initiatives, et puis coupler avec d'autres IA, pourquoi pas prendre des initiatives pour rappeler des clients, des choses comme ça. Et donc ça, c'est des choses qu'on va voir arriver probablement dans les 6 à 12 prochains mois, et qui vont encore avancer encore plus la capacité de la technologie, et donc ça va être absolument passionnant. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans chez Engie ? Alors évidemment, c'est palpitant et on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et en l'occurrence, nous, sur les utilisations qu'on pense avoir prochainement, ou en tous les cas sur lesquelles on a envie de commencer à travailler, il y a plusieurs choses. Il y a le sujet, encore une fois, pour aider le conseiller, de la FAQ en langage naturel. Le conseiller s'interroge. On est quand même aussi sur des offres qui sont complexes, sur lesquelles il y a beaucoup de choses à savoir, à donner, y compris si on commence à parler de rénovation énergétique. Enfin voilà, il y a beaucoup de données. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel effectivement on commence à travailler, que le conseiller ait de son côté une facilité d'accès à l'information. On a aussi, je reprends mes fiches pour être sûre de me souvenir de tout. On a aussi des sujets, oui, parce que je vous parlais de l'interaction par mail et du fait qu'on était capable de proposer un mail. L'objectif demain, c'est aussi de pouvoir être multimodal, c'est-à-dire que le client, il nous a contacté via les réseaux sociaux, il nous a appelé, il nous a envoyé un mail, on a pu échanger avec lui, on a fait telle ou telle proposition, et en fait, finalement, d'avoir cette synthèse-là pour être beaucoup plus efficace aussi dans le lien qu'on peut avoir, et surtout beaucoup plus personnalisé aussi, parce qu'on aura l'historique en un seul coup d'œil. On a aussi des sujets d'installation. On travaille, on réfléchit quand on veut installer, par exemple, une borne de recharge pour véhicule électrique chez un client, de pouvoir, à travers l'IA, analyser des photos, par exemple, que le client va pouvoir nous remonter, vérifier des compatibilités d'équipements, etc., qui se font du coup beaucoup plus rapidement. Donc ça paraît beaucoup plus terre à terre, mais c'est aussi très efficace. Et puis, dans l'idée aussi de la vidéo, je parlais tout à l'heure des emails sur la massification, la personnalisation massifiée, de pouvoir demain avoir la même chose, mais sous forme de vidéo. Alors ça, c'est plus un rêve que quelque chose sur lequel on travaille, mais j'aimerais bien pouvoir adresser des vidéos personnalisées à des clients qui reprendraient des éléments clés pour eux. Donc je dirais, après, on peut se projeter sur énormément d'usages, ce que je disais sur tout ce qui peut exister. On reste, encore une fois, très attaché à nos piliers, des éléments de sécurité. Dès lors qu'en plus, on va toucher à de la donnée client, c'est absolument majeur. Des éléments d'utilité, là encore, 600 use cases dans une entreprise, ça me paraît beaucoup, pas tous en prod. Mais en tous les cas, voilà, d'être bien sûr de l'utilité qu'on va en retirer. Et puis je conclurai bien sûr sur toujours l'humain au cœur, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est une aide, mais la relation humaine, la relation de confiance qu'on crée reste absolument clé pour nous. Et donc ça reste un point majeur pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois pour votre éclairage sur ces sujets sur lesquels les choses changent extrêmement vite. Je serais curieuse de voir dans un an là où on en sera. Un grand merci à tous les trois. Merci Ingrid.